Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes et dans tous les genres. Vous écoutez le Bashicast. C'est le retour de l'émission dédiée à nos chroniqueurs préférés, Max et Fred. Bonjour les gars. Salut. Dédié carrément. Bah oui, on parle de vous. Hein. Okay. Nous avons évoqué avec vous d'ailleurs dans le podcast numéro 10 les BD que vous avez marqués. Et dans cette émission, nous allons parler des comics qui ont exercé sur vous une certaine fascination. Alors, pour préparer... C'est ça. On la garde. Alors, pour préparer... Je vais pas y arriver. Pour préparer ce Bashicast, j'ai pris connaissance des titres que vous alliez évoquer et je peux dire déjà que l'un d'entre vous, au regard des titres qu'il ne cesse de mettre en avant, s'il n'avait pas fini libraire, il serait certainement dans un centre pour aliénés ou en prison et pas pour fraude à l'assurance, n'est-ce pas Fred ? Je vois pas de quoi tu parles. On va voir. Quant à l'autre, moi qui connais ses habitudes et ses mœurs, je le soupçonne de traverser la réalité, de ne pas jouer franc jeu en quelque sorte, car c'est bien trop sage et classique, le connaissant. Je simule mes goûts. Bon, vous avez vu les gars, l'intro, simple, efficace. Pas cher, hein. Deux spi. Aussi. Okay. On n'a pas vu que je m'y étais pris à la dernière minute d'ailleurs. Allez les pervers papers, c'est parti. Ah, c'est tout ? Voilà. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est parti. Bien, donc on va parler de comics avec vous les gars. Donc je sais Max que toi il y a un titre phare en comics, quelque chose qui est devenu culte dans l'histoire du comics, c'est Watchmen. Tu vas nous parler de Watchmen. Bah, c'est la thématique, c'est la BD tech idéale, on va dire. Pour moi, c'est un indispensable. Alors pour plein de raisons différentes, personnelles aussi. Watchmen pour moi, ça a marqué une période de ma vie où j'ai voulu devenir traducteur de comics. Non, juste traducteur. Bah, tu me diras, les personnages de Watchmen sont assez proches de la réalité, donc c'est vrai. Ouais, ça aurait pu m'inspirer. Si tu t'inspires du comédien, mec. Ouais, le comédien. Et en fait, à cette époque un peu trouble, je savais pas trop vers où j'allais dans la vie. Je voulais faire traducteur de comics et finalement, j'ai fait des études de langue. Et pendant ces études, j'ai tenu un blog pendant assez longtemps. Et Watchmen marquait le début de ce blog avec une chronique dessus. Voilà, bien rédigé. Allez, alors, rappelle-nous le nom du blog. Il est encore actif ou pas ? Il est encore actif. Ouais, c'est vraiment pour les plus curieux, mais je vous invite à pas aller voir. C'était Détective Pulp et c'est disponible sur Tumblr si vous cherchez. Ok. Et voilà, donc ça pour moi c'est un objet, une œuvre qui m'a marqué personnellement pour ça. Et pour ce que ça raconte ensuite en tant que comics en fait, un monument. Alors historiquement déjà, c'est une œuvre qui a fait transition dans l'histoire du comics. C'est ce qui a marqué la fin de l'âge de bronze américain des super-héros et qui a démarré alors ce qu'on appelle l'âge sombre, c'est pas officiel mais je prends quand même, et avec notamment le Dark Knight de Frank Miller ou enfin voilà des titres beaucoup plus sombres, oui, qui viennent plus nature, plus violent, plus voilà, qui viennent casser un peu avec un âge de bronze qui était sympa, on va dire, sympathique dans les thématiques abordées, et donc ça parle aussi d'une époque américaine qui m'intéresse, que j'aime bien. Donc c'était sous Reagan dans les années 80, pendant la guerre du Vietnam. Il y a tout un contexte historique et on suit une bande de personnages de super-héros du quotidien, on va dire, qui n'ont pas de pouvoir, qui ont des gadgets et qui vont alors je saute un peu les étapes, mais qui sont séparés dans l'introduction du comics, et qui vont devoir se reformer en quelque sorte à la suite du meurtre d'un des membres, le comédien. Des soupçons, il soupçonne un meurtrier de super-héros, on sait pas qui, il y a une enquête qui est menée par Rorschach, un personnage hyper incroyable, stylé, qui a marqué les esprits, ça c'est sûr. Et donc voilà, et Dr Manhattan notamment, qui est le seul à avoir des super pouvoirs, un autre personnage un peu exceptionnel. Et ils vont mener l'enquête, et voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas lu. C'est très polar.
très noir. Très noir, très dark. Tu parlais, ça a été fait dans les années 80 sous Reagan, mais c'est une dystopie puisque en fait c'est Nixon qui est encore au pouvoir, qui a gagné les élections. Il a conservé un mandat de plus. Exactement, c'est ça. Et très verbeux aussi, mais c'est jamais chiant. Alors voilà, moi la force que je trouve aussi à cette œuvre, c'est le contenu additionnel d'Alan Moore, donc au scénario, et Dave Gibbons au dessin. Alan Moore a fait un gros travail de contenu additionnel, de rapports de police, ce genre de choses qui viennent encore densifier l'affaire, l'histoire. On revient un peu sur les Minutemen, l'équipe d'avant, qu'on retrouve dans Before Watchmen. Et voilà, c'est une œuvre complète, hyper dense. Ouais, tu le disais tout à l'heure assez justement, c'est plus naturel, plus sombre sur les personnages parce qu'en fait, on aborde les doutes, les incertitudes, le côté pervers que peut avoir aussi ce côté super-héros un peu mégalo. Chacun a ses qualités, mais chacun a beaucoup de défauts. Oui, clairement. Et c'est ce qu'on retrouve, et ça met aussi des bâtons dans les roues de leur enquête. Ils veulent pas forcément se revoir, ils ont vécu des trucs ensemble assez difficiles, et on sent qu'il y a un passif entre chaque personnage, et leur relation elle est super bien travaillée. Moi je me rappelle de tu le disais tout à l'heure, Dr Manhattan. C'est un super héros, enfin c'est un homme qui est capable de basculer d'un monde à un autre, de traverser l'espace et le temps, et il se déshumanise totalement. Ouais, il décide de se retirer. Ouais, exactement. T'as Rorschach, des problèmes humains. Rorschach, c'est un sociopathe qui a une vision de la chose, de la vie, qui est pas un perfectionniste, c'est pas le terme que je cherche, mais plutôt il cherche la justice partout, à tous les niveaux. Mais la justice un peu œil pour dent, pour œil, dent pour dent. Exactement, tout à fait. T'as le hibou qui lui se retire d'ailleurs des super-héros, c'est le seul qui reste un peu humain finalement. Enfin, ils ont tous des qualités et des défauts qui sont... Enfin, les traits de caractère, les personnages sont incroyables, que t'avais pas avant dans les super-héros. C'était, comme tu le dis, après les années 80. On a travaillé davantage les super-héros avec Batman plus sombre, par Miller, etc. Exactement. Beaucoup plus humain en fait. Oui, tout à fait. Clairement, Non, c'est une œuvre fantastique. Il faut rappeler quand même que il y avait 12 tomes, c'était 12 issues qu'on trouve maintenant en intégrale. Et ça parle d'apocalypse qui va bientôt arriver. En fait, c'est une horloge et qui a l'horloge, le Doomsday. Alors, on ne sait pas si c'est une menace nucléaire. C'est ça. Il y a plein de menaces en fait à cette époque de guerre froide. En fait, c'est ce côté historique qui est assez cool et qui est bien contextualisé. Voilà, c'est une œuvre que je continue à acheter. Alors j'ai une petite tradition, dans chaque pays où je vais, je l'achète dans plein de langues différentes. Ah, génial. Ouais. Donc j'en ai plein chez moi, en espagnol, en italien. Tu l'avais trouvé au Japon, non? Et en japonais, voilà, et donc c'est une œuvre que je trouve indispensable pour comprendre une époque du comics. Et parce que c'est une œuvre d'une densité incroyable, qui parle de nature humaine, qui parle d'un contexte historique aussi assez intéressant. Puis d'anti-héros, parce que je l'ai dit, c'était l'âge de bronze avec des super-héros qui étaient un peu lisses. Et là, on est sorti de ça avec des anti-héros un peu à la Spawn ou le Marv dans Sin City. Des mecs un peu trash quand même dans leurs attitudes. Et ça a marqué une nouvelle page dans l'histoire du comics américain. Ouais, clairement. Et est-ce que tu peux parler vite fait de ce qui a été fait autour de Watchmen? Parce qu'il y a eu il y a vraiment la série principale. Il y a eu un film de Zack Snyder, je crois que c'était 2008. L'année, j'ai pas l'année. Le film est excellent. Alors, pour le coup, je suis absolument d'accord, je suis fan du film. Je trouve qu'il est ultra fidèle. Il est fidèle. C'est un copier-coller. Tu sens Et alors, j'ai appris en travaillant justement sur Watchmen que Snyder et Moore s'entendaient pas du tout en fait. Il y a eu Moore s'entendait pas avec Grand Monde, c'est vrai. Gibbons, il a fait un peu le dos rond, etc. Mais quand tu vois l'œuvre de Snyder à la fin, incroyable. C'est un hommage au Watchmen, c'est d'une fidélité incroyable. Et je suis pas fan du cinéma de Snyder en plus. Alors on est d'accord. Mais celui-ci, hormis le Royaume de Gaoul. Putain, j'ai oublié celui-là. C'est vraiment lui? Oui, c'est lui. C'est avec les hiboux là. C'est ça. Hormis ça, il faut qu'il se fasse oublier. Mais là-dessus, il a fait une œuvre incroyable, quoi. Enfin, il y a aussi, donc il y a eu Before Watchmen, comme je disais, une série
En 12 issues aussi, je crois. Alors, pour le coup, j'ai jamais lu. Je sais pas si. Je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il y a un issue consacré à un des Minutemen, donc l'équipe précédente. Et donc on revient sur le passé de cette équipe et le lien qui est fait avec la nouvelle qu'on suit dans Watchmen. Il y a aussi eu Doomsday Clock. Alors je conseille pas forcément. C'était lié à l'univers de Batman, Superman, il me semble. Et donc dans Rebirth, ce qui était teasé tout le long de la série et qui n'arrive qu'à la toute fin, c'était que les Watchmen faisaient partie de l'univers de DC, et ce qu'ils en ont fait était pas terrible, donc je conseille pas forcément. Oui, parce qu'ils mélangent, on retrouve du Batman et du Superman avec les Watchmen. Ouais, c'est ça. Et le Joker qui arrive fait dans leur dimension, enfin voilà. Et il y a aussi Watchmen, donc l'œuvre qui est disponible au format nomade chez Urban, un petit format qui est donc à un prix hyper avantageux. Alors comme il y a beaucoup de textes, c'est écrit petit. Je pense pas que ça soit la meilleure façon de le lire, mais si vous voulez absolument découvrir l'œuvre, c'est un bon moyen parce que c'est pas très cher et c'est on peut le transporter un peu partout. Et après plus récemment, il y a eu aussi la série j'avais totalement oublié, qui est sortie de Lindelof l'an dernier. Non, c'est plus vieux. Il y a 2-3 ans. Non, c'est plus vieux. Oui. Non, mais je pensais une qui est consacrée au personnage de Rorschach. Ah oui. Sorti, Alors non, d'accord. Ah, tu parles du comics. Oui, je parle du comics. J'étais sur la série. D'accord. C'est Tom King qui a fait un. C'est ça, c'est Tom King, tout à fait. Enfin, one shot sur Rorschach. Alors, vous attendez pas à retrouver le personnage. C'est plutôt consacré à 2 personnages qui utilisent son identité. Mais justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que comme dans la série de Lindelof, j'imagine qu'on va en parler juste après, Rorschach est un personnage anonyme, donc tout le monde peut s'approprier ce personnage et en faire un peu ce qu'il veut, et c'est le propos du comics de Tom King, Rorschach. Et sinon, il y a la fameuse série qui est assez courte, une saison complète. Une saison, et ils ont arrêté au bout d'une saison. 6 ou 8 épisodes, je crois que c'est ça, c'était une série très courte. Mais elle était redoutable d'efficacité, moi j'ai adoré. Et pareil, elle se replace dans un contexte historique hyper intéressant et hyper justifié. C'est moins grandiloquent que le comics, mais ça reste plutôt basé sur une seule ville. Mais la série est super aussi. C'est HBO, je crois. Ouais, je sais plus très bien, mais il y a eu qu'une saison, il n'y a pas de suite. Mais je crois qu'elle est complète la saison. Ah, alors moi je m'attendais à une suite après non, ça. Je crois que c'est une histoire complète. D'accord, mini-série donc alors pour le coup. Ok, alors génial. Ça n'a pas marché. Ouais, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas trouvé leur public, mais ok. En tout cas, Watchmen, pour ceux qui n'ont jamais lu un comics, celui-ci est incontournable parce qu'il a marqué l'histoire du comics. Si on doit faire un top 10 des comics qu'il faudrait avoir lu, il est dedans. Et il pourrait être accessible à un public qui n'est pas forcément comics, je pense aussi. C'est vrai qu'il y a un côté polar. Le côté polar, le côté terre à terre. Il y a moins de bastons. C'est ce que j'allais dire. C'est classique. C'est plus de l'enquête. Oui. Voilà. Oui, d'ailleurs, t'as absolument raison. On l'a pas dit, mais ça règle pas les histoires à coups de poing, quoi. C'est pas Batman qui se bat contre des super vilains. Il y a pas de super vilains. Il en existe quelques-uns. Notamment, je me souviens du comédien qui va justement voir un vilain contre qui il avait l'habitude de se battre, qui a un cancer. Taupe, je crois. Je sais plus son nom, mais il a un cancer, il se meurt et voilà. Mais il n'y a pas de combat dantesque à la Batman ou Superman. C'est beaucoup plus profond. C'est absolument génial. Et moi, je trouve le scénario incroyable. Il est fou, quoi. Jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'aux dernières pages. Eh ben merci parce que j'adore ce comics et merci d'avoir présenté, Max. Pas de souci. Alors Fredo, on va enchaîner toi avec un comics qui te tient particulièrement à cœur. J'ai souri aux lèvres. J'adore ton sourire. Alors, qu'il est communicatif, les gens vont. C'est The Crow de James O'Barr. Exactement. Un titre qui m'a tout particulièrement marqué. Alors je ne pense pas qu'il se doit d'être dans toutes les bibliothèques. Ouais, je confirme. T'as flingué la chronique. On arrête. Non, on parlait des comics qu'ils avaient marqués. Voilà, et toi, celui-ci. T'as parlé de titres qui se devaient d'être dans une bibliothèque. Celui-ci, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est une œuvre, moi, qui m'a profondément marqué, profondément touché, et qui fait partie de ces œuvres qui ont contribué à ce curseur, j'appelle toujours ça le curseur du dark, qui m'a vraiment plongé dans cet univers un peu sombre. Il en fait partie.
Donc c'est The Crow, voilà, de James O'Barr, qui est sorti en 1989. Et moi, j'ai pas démarré avec le comics. J'ai démarré avec le film, donc qui est sorti lorsque j'avais 8 ans. Sauf qu'à 8 ans, je découvre à peine Nirvana, le grunge, le rock, etc. Moi, je l'ai découvert 2 ans plus tard, en VHS. Et donc voilà, ça a été une grosse... réalisé par Alex Proyas. Alex Proyas, tout à fait, à qui l'on doit Dark City. Dark City, incroyable. L'excellent Dark City. Voilà. Et bon, moi, ça a été une grosse claque, hein, fan de rock, fan de la culture goth, enfin, biberonné à Nirvana, The Cure, Joy Division. The Cure, ouais. Voilà, moi Nine Inch Nails d'ailleurs qui fait une reprise de Joy Division dans le film. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur le film, je sais ce que ce que tu en penses. Voilà. Mais toujours est-il que voilà, pour l'anecdote par rapport au film, parce que moi quand j'ai vu le film, j'ignorais qu'il existait un comics à la base. Et en fait c'était le gars qui s'appelait Loïc d'ailleurs, qui s'appelle Loïc, j'espère qu'il est toujours en vie, qui m'avait dit ouais regarde ça, c'est tiré d'une BD. Et donc quelle joie lorsque quelques années plus tard je suis tombé sur le comics, le tome 1, dans un bac à soldes à l'espace culturel. Donc le tome 1 de The Crow, donc c'était aux éditions du Disjoncteur. Et là voilà, ça a été la claque ultime. Alors pour ceux qui se le demanderaient, après je vais rentrer un peu plus en détail, ça raconte en fait l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Eric Draven. Donc un petit jeu de mots entre Raven, le corbeau, Draven. Et donc il est en compagnie de sa fiancée, il tombe en panne de voiture et ils se font agresser par un gang, enfin des petites merdes, des voyous, des petits voyous. Donc elle est violée et abattue, lui est tabassé, en fait il décédera à l'hôpital. Il prend même une balle dans la tête. Voilà, mais il survit. Il survit, et il meurt à l'hôpital. Non mais voilà, il meurt à l'hôpital devant le flic dont j'ai oublié le nom, un pote à lui. Il sera ressuscité donc par un corbeau et il cherchera donc à se venger de ses assassins en les traquant et les tuant les uns après les autres. Voilà, thématique ô combien éculée. Exactement. Voilà, tout à fait. Et lorsqu'il ne chasse pas, Eric reste cloîtré chez lui à pleurer et à se souvenir de Shelly, de son amour passé. Alors je l'ai relu un petit peu en diagonale pour l'occasion, histoire de voir si ça prenait toujours. Donc je te l'ai dit Lolo en off. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais la lecture a été un peu fastidieuse. Donc il y a certains éléments qui me parlent beaucoup moins. Il faut savoir que t'es James moins O'Barr... émo qu'avant quand même. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que James O'Barr a écrit ce comics parce que sa femme en fait avait été tuée par un gars en bagnole. En fait il était sous au volant, il l'a renversé, sa femme est morte. Ah bah merde, je sais pas. Ah ouais, c'est d'accord, dur. Ok, ouais, bah ok, ça casse ce truc là. Ça casse ce truc là, ouais, voilà. Okay. Et donc il a écrit, c'est un peu une œuvre cathartique pour lui. Donc c'est vrai que maintenant, voilà, je l'ai lu le comics, j'avais 13-14 ans. J'en ai beaucoup plus aujourd'hui. Voilà, l'aspect cathartique, bon... je pense que c'est léger, quoi. Ça comble la faiblesse scénaristique, parce qu'il est vrai, voilà, il y a une faiblesse un petit peu scénaristique, mais je pense, voilà, qu'il y a certaines œuvres en fait qui passent l'épreuve du temps et d'autres qui se doivent d'être vécues et lues au bon moment. Et pour en avoir beaucoup parlé autour de moi, les gens qui ont été touchés et par le film et par le comics, bah c'est souvent, bah tu l'as lu étant ado, enfin voilà, il y a du Baudelaire, il y a du Rimbaud, enfin tu sais, tu te sens un peu artiste émo, tu vois, écorché vif. Et mais voilà, en tout cas, pour ceux qui l'ont découvert, on retrouve toutes ces choses qui font qui nous font vibrer malgré tout, parce que c'est vrai que c'est juste le parcours finalement longiligne d'un clown qui est habité par la haine. Donc en fait c'est un enchaînement de massacres, c'est ça, ni plus ni moins. Oui. Il n'y a pas vraiment de twist en fait, si ce n'est l'escalade de violence. Voilà, c'est l'escalade de la violence. Mais voilà, moi malgré tout j'ai été touché par le côté désenchanté de cette ville un petit peu poisseuse. C'est une galerie de sale gueule avec des surnoms de merde, Tintin. Mais t'as pas envie de vivre dans cette ville, j'ai l'impression il y a de la violence à tous les coins de rue. Exactement. Et parallèlement, il y a cette fausse poésie aujourd'hui. J'ai l'air d'un mec un peu désenchanté, moi aussi. T'es un boomer. Mais il y a je suis un boomer, mais il y a ces passages pour le coup un petit peu plus poétiques. Romantique, où il se rappelle où les instants vécus avec sa compagne. Voilà, avec Shelly. Où les dessins sont un petit peu plus crayonnés. Alors que dans les phases de massacre, on est sur un dessin un peu plus sombre, qui m'a parfois fait penser au dessin de Frank Miller. Ah mais clairement, on est d'accord. Clair obscur, oui, tout à fait.
qui est super. Mais voilà, c'est vraiment une œuvre que je trouve poétique, que je trouvais poétique en tout cas, très très violente, ouais, je pense que maintenant elle est un peu très datée. Adolescent. Voilà. Tu disais tout à l'heure à juste titre, il faut l'avoir lu au bon moment, à l'époque certainement. Ouais, mais clairement, puis, moi c'est. Alors, mais c'est étonnant parce que. Bon, c'est pas du tout ma came ce genre de livre-là, mais en revanche, il a trouvé un écho, ce comics, auprès d'une certaine génération, à tel point qu'il y a eu un film, qu'il y a eu des suites. On envisage, je crois, même un remake là bientôt, me semble-t-il. Juste dégueulasse. Ah ouais, j'ai pas vu. Ah oui. Non, mais de toute façon, pour moi, il y a le premier. Oui. Allez, le 2 avec Vincent Pérez. Il y a Iggy Pop, donc elle est pour Iggy Pop, pourquoi pas, mais après c'est une catastrophe. Ah bon et d'ailleurs j'en profite il y a quand même une malédiction autour de cet ouvrage, donc il y a ce qui est arrivé à James O'Barr qui l'a amené en fait à écrire ce comics. Il y a quand même, pour faire une dernière petite parenthèse sur le film, Brandon Lee qui est décédé oui. pendant le tournage, ce qui est très malheureux, mais ce qui a aussi contribué un petit peu à c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a eu voilà l'aura du film. Et pour moi, donc il y a le film d'abord et le comics. Et voilà, ça baigne, voilà dans ce jus, voilà gothique, punk, sombre. Bah, il est badass avec son maquillage un peu de clown triste. Avec à chaque fois qu'il abat quelqu'un, il attache une douille, tu vois, à l'un de ses cheveux. Moi, je trouvais ça super classe. Donc, je suis vraiment conscient de toutes les faiblesses de cet ouvrage. Mais moi, ça m'a marqué, vraiment ça m'a marqué. J'ai pas retrouvé les photos, je vous avais promis de vous montrer des photos de moi grimées en The Crow, je les ai pas trouvées mais... J'ai eu plein de moments où je m'habillais différemment. Voilà, à un moment, alors on dirait pas comme ça, vous allez être très surpris, mais j'ai eu une période un peu gothique. C'est une manière d'exprimer aussi des phases par lesquelles on passe. Voilà, moi c'est un de mes films doudou, c'est vraiment une bande dessinée de chevet pour moi. Malheureusement, elle n'est plus éditée à ce jour. C'est dommage pour certaines personnes. Vestron publie d'autres séries de The Crow. Il y a des suites. Alors il y a à boire et à manger. Je vous conseille en tout cas ceux qui ont été scénarisés par James O'Barr. Je pense à Curare ou je pense carrément à The Crow Resurrection qui est une réinterprétation de celui-ci. Mais voilà, bon, je trouve que ça vaut vraiment pas l'original. Je crois que vraiment que le film a contribué fortement au succès en tout cas en France. Après, aux États-Unis, ça a été un succès incroyable, hein. Mais en France, le film a contribué, notamment le décès malheureux de Brandon Lee. Bon, on espère qu'en tout cas, Alec Baldwin connaîtra. On espère qu'il va bien là où il est. Non, le film d'Alec Baldwin, je crois qu'il a connu des tragédies. C'est en deux. Bon, voilà, donc c'était The Crow, de James O'Barr. Et donc voilà. On va enchaîner avec Mr. Miracle. Ah, je croyais que tu parlais de moi, pardon. Prétentieux. Mr. Miracle, le titre que t'as choisi en deux, Max, avec donc de Tom King. Ouais, et Mitch Gerads, dont j'adore le dessin. Une BD qui est sortie, un comics qui est sorti en 2019 en France. Moi à l'époque j'avais suivi sa sortie en VO justement grâce à ce blog, je reviens à cette histoire, et qui avait aussi également marqué la fin de ce même blog. C'est un des derniers articles que j'ai fait, donc c'est pour ça aussi que... Donc il y en avait deux, il y a eu Watchmen et Miss Miracle. Vous allez voir, vous allez vite faire le tour, il y a deux articles. Et fin de carrière anticipée Hey, ciao. Mais c'est un comics qui a aussi marqué une période de ma vie qui était un peu compliquée. J'étais en restauration, j'attendais justement d'intégrer l'IUT à Bordeaux pour faire libraire. Et je l'ai découvert chez Pulps Comics à Bordeaux. Et c'est grâce à eux aussi également, d'ailleurs je tiens à leur tirer mon chapeau, que j'ai pu faire mes premiers stages et avoir un dossier assez solide pour intégrer l'IUT. Et donc c'est un comics aussi qui a marqué une période de ma vie qui était assez charnière, où j'ai fait des choix et dont le scénario et le personnage principal, Scott Free, faisait un peu écho à certains éléments de ma vie. C'est un comics de Tom King. Alors la spécialité de Tom King, c'est de prendre des super-héros et de les mettre dans un contexte très réaliste, hein, du quotidien en fait, tout à en quelque sorte. Il a fait Human Target.
C'est un peu. Alors, c'est réaliste, non, parce qu'il est au milieu de super-héros, mais. Enfin, il est très, très polar en fait. Ouais, il n'y a pas de bagarre. Non, Gotham City, année 1. Voilà, c'est Gotham City, année 1, c'est polar classique. Voilà. Strange Adventure. Voilà, le quotidien de. Incroyable. Il est bien celui-là. Il est incroyable aussi. Le quotidien de ce super-héros. Tom King, nous, on adore. Ouais. Tom King sans faute, vraiment quasi sur tout quoi. Ouais. Et pas Human Target, mais Mr. Miracle, il raconte pas un polar. Non. Mais un mec. Bah là, en gros, c'est le fils de Darkseid, Scott Free, donc Mr. Miracle, qui s'échappe de la planète Apocalypse. Ouais. Et arrive sur Terre. Et sur Terre, il fait la rencontre de son tuteur. Mr. Miracle, qui lui fait une espèce de passation de pouvoir, et il vit une vie assez classique, tellement qu'il finit en dépression en fait. Et moi je me rappellerai toujours de cette case, enfin cette double planche là qui m'a marqué, où on le retrouve dans sa salle de bain, les veines taillées. Il a essayé de se suicider, mais même à ça il arrive à y échapper, et donc il survit. Et il décide de se reprendre en main et de combattre Darkseid. Et donc on rentre dans du super-héros grandiloquent, grand événement contre Darkseid, le boss final, son propre père, etc. Et en parallèle, on suit son quotidien. Il va faire la rencontre de Big Barda, dont il va tomber amoureux. Un personnage qui vient aussi d'Apocalypse, qui a grandi avec lui. Ils se sont fuis ensemble. Et ils se sont enfuis ensemble, voilà, sur Terre. Et ils vont mener un quotidien de couple. Je sais pas si c'est un spoil, mais elle va tomber enceinte. Alors je me rappelais plus de ça. Et ils vont avoir un enfant ensemble, et donc on jongle entre guerre intergalactique contre Darkseid et la vie de famille, de parents, de jeunes papas et jeunes mamans. Et voilà, c'est une BD qui mélange tout ça, et moi j'ai trouvé ça formidable de réussir à alterner. C'est parce qu'il y a vraiment un dynamisme, donc c'est très gaufrier, mais dans le découpage il y a une intelligence incroyable de Mitch Gerads, j'imagine, et ça donne des séquences complètement folle de combat, de découpage hyper intense. Et d'un coup, on revient à un quotidien hyper classique. Il y a un côté flou dans le dessin parfois. Ouais, oui, c'est vrai. Ça fait bizarre, hein, d'ailleurs. Tu sais pas dans quelle réalité on est. Et c'est fait sciemment. Hein, et c'est la force du comics, justement, de trouver cette patte graphique. Hormis la qualité scénaristique, narrative de Tom King, tu l'as dit, mais je trouve que le dessin, il apporte quelque chose en plus, quoi. On sort des sentiers battus avec ce dessin assez flou parfois, où tu te dis, mais mince, qu'est-ce qu'on vit là Est-ce qu'on est dans une sorte de monde parallèle ou pas Ou est-ce que c'est sa dépression qui prend finalement le relais? On sait pas trop. Voilà, c'est une œuvre que j'ai adoré, vraiment gros coup de cœur. Alors parfois on sait pas pourquoi, mais comme ça, il y a des œuvres qui vous marquent, qui vous tombent dessus, et on se dit ça me parle. J'ai l'impression qu'elle a été faite pour moi. Et c'est le bon moment. Voilà, c'est ça, le bon moment. Comme toi et The Crow à 14 ans, c'était un mec dépressif, à 25 ans. Et après c'est moi les mots, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le premier comics que tu m'as conseillé quand j'ai commencé à taffer j'ai fait une propagande dessus pendant longtemps. Pareil, tu m'as conseillé de le lire souvent, arrêté, mais... et j'ai mis du temps parce que la couverture ce côté flou me repoussait un petit peu, et tu m'as poussé à le lire, et j'ai adoré parce que j'adore Tom King. Après ça, et ça a été une vraie découverte. D'ailleurs, ce que j'ai découvert aussi, c'est que en fait Mr. Miracle, c'est le rejeton du haut-père qui habite New Genesis. Et donc c'est pour ça que je tenais à ce qu'on parle de ton livre là avant d'aborder celui de Fred Wapret. Par rapport à Genesis. Exactement, New Genesis. Et en fait il y a eu un échange de fils entre Darkseid et le haut-père. Et donc Mr. Miracle, en tout cas Scott, il finit entre les mains de Darkseid. C'est donc son père adoptif. Donc il est sur Apocalypse. On sait les horreurs qu'il vit là-bas sur Apocalypse. Il a grandi torturé. Tandis que le fils de Darkseid a grandi avec le père sur New Genesis dans une autre atmosphère. En fait, c'est ça qui nourrit en fait sa colère et son ressentiment et sa dépression. Oui, parce qu'il y a aussi, c'est vrai, cet aspect avec son frère, donc de rivalité. Il y a un truc qu'il n'arrive pas à accepter, sûrement ça. Hein, mais voilà, il y a aussi ce truc de familial aussi. Cette part du père, du frère aussi, qui a pas vécu la même vie que lui, etc. qui est très intéressante.
Excellent, donc Tom King, donc encore une fois chez Urban. Alors je crois qu'on a cité que des titres sur Urban. Non, il y avait The Crow qui était chez Delcourt, mais qui n'est plus dispo, donc c'est pour ça que je n'ai pas abordé la maison d'édition. On va parler maintenant encore chez Urban. Oui, maintenant Preacher. chez Urban, oui, avant c'était chez Panini, encore avant, je ne sais plus, Philou serait là, il le saurait. Ouais, il le saurait. Bon, on va parler de USA, voilà. comme ça. Je vais vous parler de Preacher, donc de l'illustre Garth Ennis, donc The Boys, Hitman, dessiné par le regretté Steve Dillon, et les couves sont de Glenn Fabry, parce que les couves sont vraiment magnifiques. Alors c'est une œuvre que j'ai découvert quelques années après The Crow, et la personne qui m'a remis mon premier tome de Preacher entre les mains, c'est Philou. Voilà, c'est Philou. National. C'est notre Philou national, le boss. Ouais, je connais ses goûts, donc ça m'étonne pas du tout. Il m'a dit. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est le premier comics qu'il a voulu te mettre entre les mains? Le premier? Ah mais c'est The Pro. Avec la... oui. Avec la prostituée. T'avais quel âge Il était mineur. Non. T'avais 12 ans. Non. Je pense que j'avais 18. Ouais, je devais avoir 18 ans quand même. Voilà, donc merci Philou, parce que ça a été une grosse, très grosse claque. Et bon, il y a Max qui est parti fumer sa clope, donc je pense qu'il s'en bat les couilles. Il écoute, oui. Dis-le si tu t'en bats les couilles. Hein. J'adore Preacher en plus. Moi je me retrouvais en tête à tête avec toi Lolo. Bah je t'écoute. Alors donc Preacher, donc c'est l'une encore de ses œuvres qui a contribué à pousser ce curseur là à l'extrême, clairement. Donc c'est un titre qui est sans concession, c'est irrévérencieux au possible. Les personnages, je pense qu'il y a qu'une galerie de déviants. C'est clairement un c'est un spécialiste, Garth Ennis aussi. Hein. Ah ouais, attention, The Boys, Hitman. Il y avait aussi The Crust. Exactement. Ça, c'était pareil. Il est trashouille. Hein. Oui, à mort. C'est clairement, pour moi, Preacher, c'est un gros doigt d'honneur à l'Amérique puritaine, puis quelque part un petit peu à l'industrie des comics. En lisant, au fil des premières pages, je me suis tout de suite dit que j'aurais adoré en fait le découvrir à l'époque de sa sortie et pouvoir voir en direct la réaction de certains Américains ultra conservateurs, parce que je pense que ça a dû en choquer plus d'un. Parce que pour la petite histoire, donc on suit le révérend Jesse Custer qui prêche dans une petite église, au fin fond des US, dans le Texas, totalement vraiment perdu. Et un jour, donc durant son prêche, il y a un terrible accident qui anéantit toute son église ainsi que tous ses fidèles. Il survit aux dégâts et se réveille avec le pouvoir de Genesis. Donc en gros, il possède la voix de Dieu. En fait, il peut ordonner ce qu'il veut. Voilà. Je trouve ça un pouvoir qui est quand même super classe. Plutôt, oui. S'il te dit va te faire foutre avec la voix de Dieu, tu vas littéralement sauf quand il te dit ouvre ton cœur. Voilà, mais tu vas vraiment. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Hein. Et donc en proie à de nombreux questionnements, surtout d'ordre religieux, il va alors se lancer à la recherche de Dieu. Dieu qui s'est d'ailleurs enfui des cieux, et il croisera sur sa route donc Tulip qui est son ex-petite amie, et Cassidy qui est un vampire irlandais juste totalement barré. Et donc ça va être le début d'un pèlerinage au cœur de l'Amérique où le bien et le mal ne font qu'un quelque part, et où il y a que des persos barrés. C'est vraiment un road trip qui est aussi plein d'humour, plein de violence, peut-être même beaucoup. Ouais, c'est ultra violent. C'est trash, c'est gore. C'est trashouille. C'est aussi quand même une très belle histoire d'amour, parce que je trouve que je trouve Tulip et Jesse très touchants. Oui. Ils se retrouvent, ils se séparent, ils sont et elle et lui sont prêts à tout pour être ensemble. Ils tenteront de vivre le parfait amour malgré toutes les saloperies qui leur courent un petit peu après. Et je trouve que si The Boys, que j'aime malgré tout, qui est sorti quelques années plus tard, peut paraître gratuit quand même. C'est vrai qu'il y a certains passages. On est d'accord. C'est un peu. Ouais, tout l'arc Hérogasme, je pense qu'il aurait pu s'en passer. C'est drôle. C'est clair. Mais je trouve que c'est un petit peu gratos. Ah, je sais pas. Là, on sent le. Tu sais, il avait vraiment envie de choquer. Une Amérique, puritaine, un petit peu dans ses petits chaussons. Mais ça se voyait qu'il en avait gros parce que toutes les. Hop, je te rattrape. Rodriguez. Il dénonce beaucoup de choses. Alors tu parles d'Amérique puritaine, mais aussi par exemple chez les rednecks où il y a mais complètement. Et même en ville après aussi. Parce qu'il fait un road movie après. C'est un road trip. Il voyage beaucoup dans toute l'Amérique.
La guerre du Vietnam aussi revient très partout, souvent. Il dénonce les aspects les plus négatifs de la société américaine. Et tout le monde prend, c'est ce que je veux dire. Tout le monde, que tu sois noir, asiate, c'est juste parce que c'est un prêtre, mais mais en fait, j'ai pas de témoignages de personnes qui l'ont découvert à l'époque, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer. Enfin, on est dans les années 90. Ça doit faire quelque chose quand même de te prendre en fait ce genre d'ouvrage en pleine gueule. C'est hyper trash. Il y a le de cul. Ouais, voilà, mais justement, j'allais en parler parce qu'il y a aussi il y a plein de références musicales, moi, qui ont su me parler, et je pense justement c'est Tête de Fion. Alors c'est peut-être Face de cul dans la série. Je crois que c'est dans la série, c'est Face de cul. Ouais. Dans le comic, c'est Tête de Fion qui a voulu faire comme Kurt Cobain et qui s'est flingué avec un fusil à pompe, sauf qu'il s'est loupé et qu'il a un petit peu une tête de cul, hein. Et qui est un personnage qui est très important aussi au sein du comics. Oui. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que ce comics m'a parlé. Je l'ai encore relu très récemment. Je trouve que c'est incroyable. Pour moi, Garcenis, je pense qu'il arrivera jamais à faire mieux que Preacher. Alors peut-être que je l'ai découvert aussi au bon moment. Je sais pas ce que j'en aurais pensé si je l'avais découvert aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un titre qui va sortir dans la collection aussi Urban Nomad. Il me semble que ça sortira. Un podcast dédié Urban Nomad. Voilà, c'est ça. Sans faire exprès, putain. Waouh, au hasard. Donc je n'ai rien à rajouter. Preacher. Lisez Preacher. Ouais. Voilà. Je te comprends mieux maintenant, je sais pourquoi tu es comme ça après avoir... Exactement. Explique cela. Et si je devais raconter un petit peu ma vie par rapport à ces ouvrages quand même qui m'ont fait basculer... Non, merci, c'était sympa. Allez, c'est bon, on passe au coup de cœur de merci, les gars. Salaud. Vas-y. Non, vous mais si, fini. C'est vrai, je peux? Oui, arrête de te faire désirer. Tu vois ton petit regard en coin. Allez, vas-y, enchaîne. Allez, une anecdote. Allez, vas-y, personnel. En fait, bien avant Preacher, il y avait Spawn quand même, qui a été mon premier comics avec un véritable anti-héros à mort, hein, bien sûr. Mais voilà, j'avais hésité vraiment entre Spawn et Preacher, et bon, je suis resté sur Preacher. Ok. C'est tout. C'est tout. Ok, d'accord. Ouais, on la coupera au montage. C'était naze. C'est long là. Allez, on attaque les bâchis coup de cœur. Je vais parler, moi, les gars, de Jesse Owens chez Futuropolis de Gradimir Smudja, que j'ai lu tout récemment. Alors, on l'a reçu en SP, je l'ai lu en avant-première. J'ai eu cette chance. Je sais que vous l'avez pas lu, les gars. Ouais, vous l'avez pas lu, ni l'un ni l'autre. Oh non. J'ai hâte. Tu l'as gardé pour toi. Ouais, je voulais pas donner, je suis désolé. Il faut impérativement que vous ne passiez pas à côté. Alors je suis dans ma période en ce moment sportif, blague du siècle dernier. Et après c'était Jack Johnson qui a été boxeur pour le combat du siècle en 1910 et de raconter cette histoire-là. C'était dans Le Dernier Debout, je vais y arriver, aux éditions Futuropolis aussi. Et bien là je vais parler de Jesse Owens. Bon, vous l'avez deviné, il s'agit d'une biographie. La dernière fois je vous ai parlé encore une fois du Dernier Debout. C'était fait. La narration était un peu chaotique dans le sens où on suivait l'instant du match, du combat de boxe, et on remontait le temps et on est aussi dans le futur. Là, la narration elle est plutôt limpide, de manière linéaire, où on suit la naissance de Jesse Owens et puis on va suivre par étapes, par chapitre, son évolution jusqu'à son décès, donc bien des années plus tard, puisqu'il a vécu très longtemps. C'est une œuvre incroyable. Le dessin de Gradimir Smudja, il est incroyable. Moi, j'adore son travail. Il faut savoir que c'est un fan de peinture, qu'il est professeur d'art, et donc on voit dans son trait son amour de l'art pictural, cette façon de dessiner, de se réinventer d'ailleurs dans le dessin, parce qu'il avait travaillé aussi avec Wilfried Lupano. Il avait fait une BD jeunesse qui était fantastique. Cheval de bois, c'était ça. Ça te dit rien? C'était super. Et donc là, je retrouve le dessin de Smudja que je trouve incroyable.
incroyable. Et donc, Jesse Owens, on connaît l'homme, on connaît son exploit au JO de Berlin en 1936. Hormis ça, je ne savais pas grand-chose. Donc, c'est un athlète noir qui a gagné 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. C'est pour ça qu'il est entré dans l'histoire. Donc, il a mis un gros fuck aux nazis. Voilà. Et donc, avec... Et donc, il en a fait des cauchemars, et clair. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est tout son parcours. Encore une fois, on va raconter une Amérique assez raciste du début du siècle dernier, notamment, puisqu'il est né en 1913 en Alabama. Donc c'est quand même effectivement le contexte. Voilà, exactement, c'est très compliqué. Où on le voit, en fait, toute sa vie, c'est construit par chapitres. C'est ça qui est très bien. Le premier chapitre où on voit tout jeunot et qui va fuir tout le temps. Il fuit toute sa vie. Il court tout le temps en fait. Et au début, il fuit une oie qui le harcèle. Puis ce sont des ours, des loups, il y a même un crocodile dans le Mississippi. Enfin bref, il n'arrête pas de fuir tout le temps devant les animaux. C'est ça qui lui donne l'envie de courir dans un premier temps. Dans un second temps, eh bien malheureusement, c'est le Ku Klux Klan. Il est un peu plus grand. Et donc là, il y a une page très sombre du Ku Klux Klan. C'est une histoire très sombre de l'histoire de l'Amérique, mais c'est raconté par Shmoja. C'est différent puisqu'il y a toujours une pointe d'humour, puisque la narration est faite par un chat. Qui est l'ami imaginaire de Jesse Owens. D'accord, intéressant. Et donc on voit ce chat qui est toujours en retrait et qui narre donc la vie de Jesse Owens. Et donc on va suivre donc l'évolution de Jesse Owens, la manière dont il va devenir enfin cet athlète incroyable. Il avait bien sûr des prédispositions, mais le fait de fuir toute sa vie devant des dangers, qu'il s'agisse d'animaux, devant des hommes, des suprémacistes blancs, des racistes impitoyables. Il est arrivé ensuite au JO de Berlin où il a été aussi maltraité, en tout cas pas considéré comme un athlète. Les blancs, les autres athlètes blancs, eux ont voyagé en première classe dans la piscine, ils avaient droit au cocktail, alors que Jesse Owens était limite en train de mettre du charbon dans les fourneaux. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est voir ce personnage qui a été toute sa vie, qui a dû fuir toute sa vie, qui a été mal considéré. Il est tombé malgré tout sur un entraîneur qui a trouvé du potentiel en lui et qui était extrêmement humain, qui a tout de suite pris Jesse sous son aile et qui l'a formé. Et quand il est arrivé au JO de Berlin, il a rencontré aussi des gens, il faut le dire, des gens incroyables, notamment un athlète allemand dont j'ai oublié le nom, malheureusement je ne l'ai pas noté. Cet athlète allemand qui refusa qui a pris tout de suite Jesse Owens comme un ami, ils ont tout de suite sympathisé. Il a refusé de concourir pour le national-socialisme. Et donc il a fait des contre-performances au profit de Jesse Owens, qui malgré tout l'aurait battu de toute manière parce qu'il était au-dessus du lot. Et donc cet athlète allemand aussi incroyable, on apprendra plus tard après que les services secrets allemands lui sont tombés sur le dos après les JO de Berlin. Enfin bref, c'est une histoire incroyable. Le dessin est fantastique. La narration avec cette petite pointe d'humour qui vient rajouter de la légèreté dans un propos qui est assez dur. Moi, c'était un véritable coup de cœur. Vraiment, là, ça fait 2 BD biographiques, coup sur coup, d'athlètes noirs, voilà, qui ont marqué le siècle dernier entre Jack Johnson et Jesse Owens. Enfin bref, foncez, c'est des petits bijoux. Et c'est chez Futuropolis, okay. Tout à fait. Okay. Qu'est-ce qui enchaîne? Fredo, tu veux enchaîner avec ton Requiem? Je sais que c'est ton coup de cœur. Spoiler alert. Bah non, alors il n'y a pas spoiler alert. J'ai préparé une super introduction. Bah t'as tout salopé. Alors je ne vais pas m'éterniser, il y a déjà eu un Bashicast consacré à Requiem, mais voilà, je l'ai longtemps attendu, plus d'une dizaine d'années, le tome 12, donc l'avant-dernier a priori de Requiem. Et ben il répond à mes toutes tes attentes. Voilà, c'était incroyable. Bon, il a pas pu s'empêcher de faire, Pat Mills, donc et Olivier Ledroit, les auteurs de cette bande dessinée. Bon, on fait pas mal de parallèles à des faits sociétaux, en tout cas actuels. Bon, c'est un petit peu grossier, mais ça m'a quand même fait marrer. Voilà, c'est ça le mérite d'être là, de m'avoir fait sourire. Si vous avez aimé le début de la série, franchement, vous serez pas du tout dépaysé. Ça reste un Requiem, il y a de très belles planches, il y a une quadruple page qui est impressionnante. Enfin, vraiment en termes de. Ouais, enfin, t'as 2 pages et ensuite tu ouvres se déplie. se déplie. D'accord, j'avais pas vu ça. C'est magnifique. Enfin, voilà, en termes. Je suis pas prêt de le voir parce que je n'aime pas du tout. En termes purement artistiques, on est vraiment sur. Enfin, pour moi, c'est
c'est du Bosch en bande dessinée. On parlait tout à l'heure je parlais justement de Smudja qui était un fan de peinture, etc. Mais il faut dire aussi que Olivier Ledroit, de toute façon, c'est chaque planche sont des peintures. Et là, mais c'est des centaines et des centaines de personnages, et chaque personnage est unique. Enfin, j'aimerais pouvoir avoir l'occasion de lui demander combien de temps en fait il passe pour concevoir chaque case. C'est impressionnant. Donc graphiquement. C'est Olivier Ledroit au sommet. Et en termes d'histoire, on sent qu'on approche du but. Donc je vais pas du tout spoiler pour ceux qui souhaiteraient découvrir la série grâce à la sortie de ce tome-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, ça parle de quoi donc Requiem ? Et Requiem, donc ça parle d'un soldat SS qui meurt, qui se retrouve en enfer, réincarné sous la forme d'un chevalier vampire. Donc pour expliquer vite fait, plus on est mauvais sur Terre, plus on est haut placé en fait en enfer. Donc lui étant un nazi, forcément il accède directement au statut de chevalier vampire. Étant vivant, il est amoureux de Rebecca, qui était une juive. Et il va revenir étant vampire, il va garder en fait cette obsession pour Rebecca, et il va avoir envie de la retrouver dans les enfers. Va-t-il y arriver ? Pour le savoir, il faut lire cette incroyable bande dessinée. Mais voilà, ce tome 12 en tout cas est juste dantesque, c'est épique, ça part dans tous les sens, il y a des combats, je l'ai dit, il y a beaucoup d'humour, et j'espère juste qu'on n'aura pas à attendre 10 ans de plus pour, c'est ça pour la véritable conclusion de cette saga vampirique. Très bien, donc finalement peut-être en 13 tomes alors, tu dis Normalement c'est en 13 tomes, le 13e devrait être le dernier. Ça sort aux éditions Glénat, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais voilà, je m'éternise pas dessus, ce que je l'ai. Ça en perturbe plus d'un d'ailleurs. L'édition Glénat, ça en perturbe pas mal. Ouais, ça fait un peu chier. Parce que moi j'ai les aux éditions Nickel, une maison d'édition qui avait été créée par Pat Mills et Olivier Ledroit pour Requiem. Donc j'ai tous les dos blancs, et puis j'ai un dos noir qui fait un peu qui fait un petit peu tâche. Mais voilà, super ouvrage. Et si vous voulez en savoir plus, réécoutez le Bashicast, il me semble que c'était celui sur Halloween. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est sinon, allez voir l'excellente vidéo de Alt 236 qui en parle merveilleusement bien. Alt, si tu nous écoutes, Baba Boy. Baba Boy. Tel boss. Baba Boy. Allez, on va laisser la parole à Max qui va parler de son coup de cœur donc de ce mois de juin alors. Oui, alors il date un peu fin avril plutôt, je crois. C'est Le Paradis pas l'enfer de Michael Deforge. Alors c'est publié chez Atrabile. C'est un titre qui clairement fait pas l'unanimité auprès de l'équipe. Alors moi je l'ai pas lu, donc je ne me prononce pas. Michael Deforge est assez réputé, alors notamment parce qu'il est chara designer sur Adventure Time. C'est un dessinateur canadien qui a un style assez particulier, alors je dirais coulant, il y a un peu de Dali, il y a un peu de... il y a de la difformité dans ses silhouettes, dans ses personnages. Il déforme beaucoup ses personnages et ses décors. Mais on retrouve le côté cartoon, parce que tu cites Adventure Time ou pas ? Non. Peut-être à la fin, il y a peut-être... Parce qu'en fait, ce sont des petites histoires. Donc oui, c'est un recueil de 17 nouvelles. Alors, c'est assez statique, statique, non, c'est pas ce que je veux dire, mais... ça n'a rien à voir avec Adventure Time. Ça n'a rien à voir avec Adventure Time. C'est des tranches de vie plutôt fantastiques ou de SF. Mais je disais pas dans le contenu, vraiment dans le dessin. Ouais. Si, il y en a une à la fin. Oui. Très lâché, très rond. Ok. Oui, mais c'est pas aussi dynamique dans l'action. D'accord, ok. Et donc, on a un enchaînement, une succession de nouvelles, d'histoires courtes qui ont pour point commun des personnages troublés ou qui sont face à des situations extraordinaires et qui vont devoir faire des choix où on va découvrir leur personnalité. Et donc c'est très focalisé sur la nature humaine. Par exemple, la première histoire, pour donner le ton, c'est une chirurgienne qui rate une opération devant d'autres médecins et elle va fuir en fait, et elle explique qu'elle fait partie d'un groupe un peu secret de rôlistes, donc de gens qui jouent des rôles dans la société
sans forcément maîtriser les tenants et aboutissants. Et elle, son rêve ça a été de chirurgienne, elle a jamais réussi, et là elle a tenté le coup, et en fait elle échappe donc à ses médecins qui la recherchent, elle va tomber sur un policier, et en fait le twist c'est qu'on découvre que ce policier est aussi un rôliste, et donc pas un vrai policier, et qui va la laisser repartir. C'est un peu ce genre d'histoire courte. Il y en a une autre sur un peu à la American Nightmare, donc on imagine qu'il y a un jour dans l'année où tout est permis, et ses conséquences, et là il va encore plus loin que la série. Voilà, c'est en même temps drôle, en même temps dramatique, c'est assez touchant et en même temps loufoque. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, c'est ce jeu de positif et de négatif dans les personnages. Il y a plein d'allers-retours comme ça, où on s'attache un peu et en fait on découvre que le personnage il est pas si attachant que ça. Graphiquement c'est j'ai pas envie de dire ça parce que moi je trouve pas spécialement, mais c'est particulier entre guillemets, c'est son style. Si on adhère, c'est plutôt abstrait dans le graphisme. Ouais, c'est un peu abstrait, ouais. Si on adhère, c'est super. Moi, je trouve ça magnifique, vraiment. Et c'est très coloré aussi. J'aime beaucoup son jeu de couleurs. Si on n'adhère pas au style, effectivement, un bouquin de 250 pages, 17 nouvelles qui s'enchaînent, je suis pas sûr que ça soit une lecture super agréable pour les gens qui déjà n'adhèrent pas au dessin. Après, faut faire un petit effort aussi d'adaptation. Et je pense que son dessin se marie très bien avec son propos. Non mais le paradis pas l'enfer par exemple, tu sais, un moment où ils sont tous on voit une entité qui explique les différents niveaux du paradis, les strates du paradis, etc. Elle est folle voilà, elle est complètement folle, et puis il n'y a pas de forme en fait, c'est c'est absurde, c'est absurde, etc. Et paradoxalement celle-ci m'a beaucoup plu avec la première. Tu vois, c'est une de celles qui m'ont moins c'est vrai plu. Moi, je trouvais ça original. Pour moi, ça allait trop loin dans l'absurde, mais voilà, oui, il y a beaucoup d'absurde aussi, ça c'est vrai. Dans les récits, il y a des postulats qu'il faut accepter, suspendre sa crédulité comme on dit, et se laisser porter par la réaction des personnages, ce qu'ils vont faire de cette situation. Et souvent je trouve que c'est assez au final réaliste. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans ces réactions, dans ces situations. Voilà. Ouais, c'est pour souligner la qualité de travail de Michael Deforge. C'est un auteur qui avait reçu le prix l'Audace Angoulême en 2022, et donc c'est un auteur qui est quand même plutôt remarqué, et il y a beaucoup d'attentes en tout cas derrière son travail. Donc c'était Le Paradis pas l'enfer aux éditions Atrabile, le Michael Deforge. C'était le coup de cœur de Max. On va enchaîner avec les nouveautés, s'il vous plaît. Des Bashi News du mois de juin. Donc en BD, le 7 juin sortira le troisième tome de Cœur de ferraille par Becca et Munuera. Une série de science-fiction steampunk en quelque sorte, se plaçant aux USA de Mark Twain. Le 7 juin également sortira Erreur System chez Presque Lune. C'est un livre en fouillant un peu dans les sorties qui m'a un peu intrigué. Le postulat, c'est si en créant des androïdes autonomes et totalement suffisants, nous leur avions abandonné notre part d'humanité. Fin juin, toutes les séries de l'univers Lanfeust ressortent en intégrale. En comics, Delirium édite enfin le tome 2 de Nexus le 4 juin prochain. Le 14 juin sort chez Urban le Transformers de Daniel Warren Johnson. Et la semaine d'après, toujours chez Urban, le Zorro de Sean Murphy. En manga, le 5 juin sort chez Le Lézard Noir Sex Apocalypse de Miyaya Kazuhiko. Un titre intriguant dans mes recherches, je suis tombé dessus. Tu l'attends. Ouais, franchement, il est bien. Le 6 juin sort Nine Peaks, tome 1. Pour les amateurs de Furio, franchement, ne loupez pas ce titre. C'est l'auteur de Hirakawa Tetsuhiro, l'auteur de Clover. Et pour finir, le 27 juin, retrouvez en librairie le tome 6 de Darwin Incident de Shun Umezawa. Je sais que Fred, toi, tu tiens beaucoup à cette série. Tout à fait, qui sera très bientôt adapté en animé. Excellente nouvelle. C'est tout pour moi.
En ce qui concerne l'Actubashi, n'oubliez pas, c'est pas forcément d'ailleurs que Bashi, mais c'est le festival BD Pyrénées qui aura lieu au Sporting d'Est à Bière les 7, 8 et 9 juin. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site qui est désormais opérationnel, le site donc de Pichenet. C'est l'association Pichenet qui gère le festival, donc sur le site Pichenet Festival BD Pyrénées. Il reste également un événement au mois de juin en ce qui concerne la librairie, c'est le festival de jazz à Oloron qui aura lieu le dernier week-end de juin. Et nous serons présents pour tenir un stand, notamment autour des livres dédiés à la musique et pas que du jazz. Voilà. C'est déjà la fin du Bashicast. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et surtout faites de bonnes lectures. Merci les gars. Bonne lecture. Bye. Merci.